Mesdames, Messieurs, le 9 juillet 2006, devant plus d'1 milliard de téléspectateurs, Zinedine Zidane a quitté la scène du football mondial, non pas sur un but ou un trophée, mais sur un carton rouge. Un coup de tête en plein cœur de la finale de la Coupe du Monde a fait basculer une légende dans le silence, la colère et l'incompréhension. Que s'est-il réellement passé ce soir-là ? Que cache le regard froid et impénétrable de celui que la France a longtemps appelé Zizou ? Derrière les trophées et les ovations, Zidane a construit une forteresse autour de sa vie intime. Peu d'interviews, encore moins de confessions. Et pourtant, les blessures sont là. Une mère insultée, des amis devenus rivaux, et une nation partagée entre fierté et frustration. Aujourd'hui, nous brisons le silence. Voici le récit d'un homme qui n'a jamais pardonné. Zinedine Yazid Zidane naît le 23 juin 1972 dans le quartier populaire de la Castellane à Marseille. Cinquième enfant d'une famille d'origine kabyle, venue d'Algérie dans les années 1950, il grandit dans un environnement modeste, parfois rude, mais profondément soudé autour des valeurs familiales. Dès l'enfance, le ballon devient son refuge, son langage, son avenir. À l'âge de 14 ans, il est repéré par le centre de formation de Cannes où il fait ses débuts professionnels en 1989. À Bordeaux, il éblouit le championnat français par sa vision du jeu et sa technique fluide, mais c'est à la Juventus de Turin que Zidane prend une autre dimension. Entre 1996 et 2001, il s'impose comme l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Élégance, intelligence tactique, sang-froid exceptionnel, il devient rapidement l'icône d'une génération. En 1998, tout bascule. Le 12 juillet, en finale de la Coupe du Monde contre le Brésil, Zidane marque 2 buts de la tête et offre à la France son premier titre mondial. Il devient un héros national, un symbole d'unité, célébré comme le visage d'une France multiculturelle triomphante. Le président Jacques Chirac lui rend hommage sur les Champs-Élysées et les médias du monde entier saluent le roi Zizou. Mais Zidane ne se contente pas de briller sur les pelouses. Il incarne un style, une attitude. Contrairement à beaucoup d'athlètes, il parle peu, très peu. Il évite les controverses, esquive les interviews, cultive le mystère. Lors de l'Euro 2000, il confirme son statut en menant les Bleus à une nouvelle victoire. Ses coups francs, ses dribbles millimétrés, sa lecture du jeu le placent au panthéon du football. En 1991, Zidane rejoint le Real Madrid pour une somme record. C'est le début de l'ère des Galacticos, Ronaldo, Beckham, Figo. Mais Zidane reste le chef d'orchestre. En 1992, il inscrit une volée mythique en finale de Ligue des Champions face au Bayer Leverkusen, considéré encore aujourd'hui comme l'un des plus beaux buts de l'histoire du football. Pourtant, malgré les honneurs et les titres, Zidane reste insaisissable. Même au sommet de la gloire, il conserve cette distance, ce regard grave, presque mélancolique. Il donne peu d'accès à sa vie privée. Marié à Véronique, danseuse d'origine espagnole, père de 4 fils, tous footballeurs, il mène une vie rangée, presque austère. Aucune exubérance, aucun scandale médiatique, du moins en apparence. Quand il prend sa retraite de joueur après la Coupe du Monde 2006, le monde s'attend à des adieux flamboyants. Mais l'histoire se termine sur un coup de tête. Ce geste brutal, incompréhensible pour beaucoup, rompt avec l'image d'un homme calme et digne. Zidane sort par la petite porte, tête baissée, laissant derrière lui une France sous le choc. Plus tard, il deviendra entraîneur du Real Madrid. Avec sobriété et exigence, il remportera 3 Ligues des Champions consécutives. Un exploit inédit. Mais encore une fois, au sommet de son art, Zidane s'éclipse, sans cri, sans justification. Idole planétaire, il reste pourtant une énigme. Ni ange, ni démon, Zinedine Zidane est l'incarnation d'une grandeur blessée, d'une gloire contenue. Derrière le génie sportif, une faille s'est ouverte, que nous allons désormais explorer. L'image de Zinedine Zidane a toujours été associée à la maîtrise. Un joueur capable de faire basculer un match d'un simple contrôle orienté, un homme d'une discrétion presque monastique. Pourtant, derrière ce calme apparent, une tension sourde a toujours traversé sa trajectoire. Ceux qui l'ont côtoyé le savent, Zidane ne parle pas beaucoup, mais il n'oublie rien. Et lorsque la ligne rouge est franchie, il réagit avec une intensité que peu peuvent imaginer. Le premier signe de cette faille profonde apparaît bien avant 2006, au cœur de sa relation passionnée mais souvent tourmentée avec la presse, les dirigeants et certains coéquipiers. Peu de gens connaissent vraiment cette zone d'ombre. À Turin déjà, Zidane supporte mal la pression médiatique.
Les critiques blessent, même si son visage n'en montre rien. Il ressent chaque phrase, chaque attaque, comme une injustice. Son entourage évoque une sensibilité extrême, héritée de son enfance difficile à la Castellane. La famille a toujours été sa boussole, son refuge, sa limite absolue. Le toucher à ce cercle sacré, c'est toucher à l'homme lui-même. C'est cette faille intime qui ressurgit lors de la Coupe du Monde 2006. La France vit alors un conte de fées inattendu. Zidane, pourtant proche de la retraite, renaît et guide les Bleus jusqu'à la finale. Mais derrière cette épopée glorieuse, Zidane porte un poids immense, le sentiment que ce match sera le dernier de sa vie. Chers téléspectateurs, imaginez la charge émotionnelle. Une carrière entière suspendue à 90 minutes. Une dernière occasion de quitter la scène avec la dignité qu'il chérit tant. Le soir du 9 juillet, l'affrontement contre l'Italie prend rapidement une tournure personnelle. Marco Materazzi, défenseur connu pour son agressivité verbale, cherche délibérément à déstabiliser Zidane. Les caméras ne captent pas tout, mais l'échange est violent. Plus tard, Zidane avouera que Materazzi a insulté sa mère et sa sœur, deux piliers de sa vie. Une attaque directe contre ce qu'il protège le plus. Une agression verbale si intime qu'elle brise le barrage émotionnel qu'il a construit durant des années. Le coup de tête n'est pas un geste de colère impulsive, c'est une réaction viscérale, irrépressible, née d'une humiliation profonde. Ce moment marque le début des révélations sur le rapport complexe de Zidane à la gloire, à la loyauté, à la trahison. Car après ce geste, Zidane doit faire face non seulement à la critique du monde entier, mais aussi à un sentiment d'injustice profond. Pour beaucoup, il a trahi la nation. Pour d'autres, il a défendu l'honneur familial. Mais la vérité est plus nuancée. Zidane vit depuis longtemps avec cette tension entre son image publique et ses colères secrètes. L'incident de 2006 n'est qu'un éclat visible. Plus tard, dans sa carrière d'entraîneur au Real Madrid, ces fractures internes réapparaissent sous d'autres formes. Avec des joueurs comme Gareth Bale ou James Rodriguez, la relation commence par le respect mais se détériore rapidement. Zidane supporte mal l'indiscipline, les attitudes individualistes, les comportements qu'il juge contraires à la loyauté collective. Bale, avec son humour provocateur et son détachement affiché, blesse l'autorité silencieuse de Zidane. James, frustré d'être mis à l'écart, accuse ouvertement son entraîneur de favoritisme. Les journaux espagnols s'en délectent, parlant d'un Zidane autoritaire, inflexible, opaque. Mais derrière ces tensions se cache une réalité plus intime. Zidane ne pardonne pas facilement ce qu'il perçoit comme un manque de respect. Ses choix sont guidés par la loyauté, parfois jusqu'à l'extrême. Même avec la Fédération française, les fissures apparaissent. Lorsque Noël Graët déclare publiquement qu'il ne prendrait même pas un appel de Zidane, l'affront est immense. Une humiliation publique envers celui qui a offert à la France une gloire éternelle. La réaction du pays est immédiate, indignation, colère, soutien massif à Zidane. Mais Zidane, lui, reste silencieux. Son silence vaut aveu, il rompt intérieurement avec une institution qu'il a servi toute sa vie. Au fil des années, tout cela construit un portrait inattendu. Un homme généreux, sensible, loyal, mais profondément blessé par les trahisons, les insultes et les manipulations de son environnement. Un homme qui porte ses douleurs en silence jusqu'au jour où elles explosent. Et c'est là que commence la montée vers le véritable climax. Lorsque Zinedine Zidane devient entraîneur principal du Real Madrid en 2016, beaucoup pensent qu'il s'agira d'une transition douce, presque symbolique. Mais très vite, il surprend tout le monde. Son calme apparent cache une autorité absolue. Il impose une discipline de fer, une hiérarchie silencieuse où les égos n'ont pas leur place, mais derrière les titres, les célébrations, les images de vestiaires en liesse, des tensions naissent, puis s'enveniment. Le cas Gareth Bale devient le point de friction le plus visible. Recruté pour une somme astronomique, l'ailier gallois est censé être une vedette incontournable. Mais Zidane ne voit pas en lui un leader. Il lui reproche son manque d'implication, son individualisme, ses absences à répétition. Peu à peu, Bale est relégué sur le banc. Et le Gallois réagit. Lors d'un match de Ligue des Nations, il affiche une banderole provocante. Wales, Golf, Madrid. In that order. Pour Zidane, c'est une insulte. Il ne réagira jamais publiquement. Mais Bale ne rejouera quasiment plus sous ses ordres. Le message est clair. Zidane punit en silence. James Rodriguez connaît un sort similaire. Après avoir été l'un des chouchous du public madrilène, il disparaît peu à peu des feuilles de match.
Lors d'une interview en 2020, il déclare « Zidane ne m'a jamais fait confiance ». Ces mots repris dans toute la presse hispanophone renforcent l'image d'un entraîneur fermé, inaccessible. Pourtant, ceux qui le défendent évoquent un homme exigeant, loyal, mais impitoyable envers ceux qui franchissent les lignes qu'il s'est fixées. Cette loyauté, Zidane la réserve à quelques élus. Karim Benzema en est l'exemple parfait. Même lorsque le joueur traverse des périodes de doute, Zidane le protège, le défend, le titularise. Cette relation privilégiée, parfois perçue comme du favoritisme, provoque de vives critiques. Les journalistes espagnols s'interrogent. Pourquoi un tel acharnement à défendre un joueur souvent décrié? Zidane, fidèle à lui-même, ne répond pas. Il garde tout pour lui. Son langage, c'est celui du terrain, des résultats, des gestes rares mais définitifs. En dehors du vestiaire, la tension monte aussi dans ses relations institutionnelles. Entre 2022 et 2024, les rumeurs de son retour en équipe de France s'intensifient. Le peuple l'appelle, les supporters rêvent, mais la Fédération française fait la sourde oreille. Et puis survient la déclaration de Noël Le Graët. Invité sur RMC, il lâche cette phrase glaçante. « Zidane, je ne répondrai même pas à son appel. » L'opinion publique explose. Le ministre du Sport intervient. Le Graët est contraint de s'excuser, puis poussé vers la sortie. Zidane, lui, garde le silence. Une fois de plus. Ce silence devient sa marque. À chaque attaque, chaque coup bas, il répond par l'absence. Pas de déclaration, pas de vengeance médiatique. Mais un retrait, une fermeture. Zidane se protège, s'isole. Son second départ du Real Madrid en 2021 n'en est l'illustration parfaite. Alors que personne ne l'attendait, il quitte le club avec une lettre poignante. « Je pars parce que je ne ressens plus la confiance que j'ai besoin pour continuer à faire mon travail. » Cette phrase résonne comme une blessure profonde. Les années passent, les offres se multiplient, PSG, Juventus, équipe de France, mais Zidane ne revient pas. Il refuse les projecteurs, se retranche dans sa vie privée. Certains disent qu'il attend le moment parfait. D'autres pensent qu'il ne pardonnera jamais ceux qui l'ont humilié ou ignoré. Le mythe grandit. L'homme reste insaisissable. Et au fond de ce silence, résonne peut-être encore cette phrase que Zidane aurait pu dire. « J'ai attendu des excuses pendant toutes ces années. » Pendant longtemps, les supporters français ont rêvé d'un retour glorieux de Zidane à la tête des Bleus. Chaque rumeur, chaque silence de Didier Deschamps, chaque contre-performance de l'équipe nationale ravivait l'espoir. Mais Zidane ne disait rien. Pas un mot, pas un geste. Et plus le silence s'allongeait, plus le vide devenait assourdissant. Ce n'est qu'en janvier 2023, après le scandale Le Graët, qu'un frémissement s'est produit. Interrogé discrètement par Téléfoot, un proche confiait « Il est blessé, profondément. Et cette blessure, il ne sait pas encore si elle guérira. » Pourtant, quelques mois plus tard, c'est dans un contexte totalement inattendu que Zidane accepte une invitation à l'Élysée, lors d'une réception en l'honneur de l'équipe de France féminine. À la surprise générale, il y apparaît souriant, détendu, et accepte de répondre à une question d'un jeune journaliste. « Envisagez-vous encore de revenir un jour ?» La réponse est brève, mais pleine de sous-entendus. On ne sait jamais. Il ne faut jamais dire jamais. Cette phrase, anodine pour certains, provoque une onde de choc médiatique. Et c'est là que le changement commence à s'opérer. Noël Le Graët n'est plus en poste, Deschamps est conforté mais fragilisé, et Zidane, pour la première fois depuis des années, montre qu'il n'est plus dans une logique de repli. Quelques semaines plus tard, il accorde un entretien exceptionnel à l'Équipe Magazine. Il y parle de sa famille, de ses fils, de la paix qu'il a trouvée dans la transmission. Il déclare avec émotion « J'ai longtemps vécu avec des rancunes, mais aujourd'hui, je choisis de garder ce qui m'a construit. » Ce choix de parole, si rare chez lui, sonne comme un apaisement. Zidane ne revient pas officiellement, mais il réapparaît dans l'espace public avec douceur, humanité. Il assiste à des matchs, soutient des projets caritatifs, prend la parole sur des sujets sociaux. Et dans ces moments simples, on découvre un homme enfin en paix avec son passé.
Après tout, il ne reste que la famille, chers téléspectateurs, et parfois pour guérir, il faut simplement décider de ne plus se battre. Le pardon est-il possible quand les cicatrices restent visibles? Zinedine Zidane n'a jamais levé le voile complètement sur ses blessures. Il n'a jamais demandé réparation. Il a choisi, comme toujours, le silence et la dignité. Pourtant, à travers ce silence, des millions de Français, de supporters, de passionnés ont entendu un cri. Celui d'un homme qui a tout donné, mais qui a parfois tout reçu, sauf la reconnaissance sincère qu'il méritait. Aujourd'hui, Zidane est là, plus discret que jamais, mais plus présent qu'on ne le croit. Dans les regards de ses fils sur un terrain, dans les souvenirs indélébiles d'un but, d'un geste, d'un regard, dans l'élégance d'un refus sans haine. Il n'a pas eu besoin de crier sa colère, ni de laver publiquement ses affronts. Il a préféré continuer à avancer, même seul, même meurtri. Alors que le monde du football change, que les héros se renouvellent, une question demeure. Peut-on être une légende sans jamais se compromettre? Zidane, lui, semble avoir choisi. Et si, en fin de compte, sa plus grande victoire était d'être resté fidèle à lui-même,